Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien et qu'on va passer une bonne journée. Alors oui, la plénière va un petit peu évoluer, évidemment, parce on avait trois intervenants très différents avec une marque qui venait nous témoigner un peu de sa stratégie justement de retail média, d'annonces sur les marketplaces. Donc quand on parle de retail média, hein, on le sait, c'est vraiment tous les outils de communication qu'il peut y avoir autour des marketplaces pour inciter les clients à vendre et les marques à annoncer évidemment sur des requêtes hyper précises. Donc on était censé avoir une partie marque, une partie avec un spécialiste principalement d'Amazon et Cdiscount qui sont les deux plus grosses marketplace retail média aujourd'hui en France. Et on avait aussi Déborah de chez The Agent qui est spécialisée dans les marketplaces mode et avec un gros focus pour le coup sur Zalando, qui est la marketplace mode la plus développée sur le retail média. Donc on va un petit peu réorienter autour de Zalando, parce que je ne vais pas lui poser des questions pièges que les autres devaient avoir. Tu es Mais, gentil avec moi. donc on va réorienter un petit peu. Mais du coup, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous me levez un petit doigt ou quoi que ce soit, je pourrais vous donner la parole assez facilement. Comme ça, on n'est pas spécialement obligé d'attendre la fin. Donc n'hésitez pas à faire preuve de collaboration avec nous. Donc déjà, bah, merci beaucoup Déborah, parce que si tu n'avais pas été là, ça aurait été encore plus long pour moi. Un long moment de solitude. J'aurais pu essayer de faire quelque chose, mais bon, je me sens bien plus à l'aise là d'être au moins à deux. Donc, comme je le disais, The Agents, c'est spécialiste Enfin, vous accompagnez les marques à pénétrer des marchés via les marketplaces C'est exactement ça. de la mode. Exactement. C'est quoi les grosses marketplaces mode du coup aujourd'hui, mis à part Zalando? Alors, on a en France La Redoute, Galerie Lafayette, on va avoir Spartoo, Sarenza. Et puis après, en Allemagne, ben, on a Zalando, on a tout le groupe Auto avec About You. Et puis on a Amazon qui, même si c'est un généraliste, fait quand même de la mode et s'insère sur ce créneau. Et est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage du marché de la mode en ligne qui se passe sur les marketplaces? Alors aujourd'hui, c'est pas de la mode en règle générale, mais on sait que 59% des ventes e-commerce sont générées en marketplace. Ok, donc Donc c'est énorme, quoi. c'est On peut énorme, plus s'en passer, quoi. exactement. Et est-ce qu'il y a des typologies de marques justement qui sont plus ou moins sur les marketplaces? On parlait hier des jeunes marques qui de temps en temps hésitaient à y aller avec cette volonté de garder le contact avec les clients. Comment il évolue un petit peu ce marché? Est-ce que justement quand on fait 59%, on se dit il faut absolument que j'y aille? Ou est-ce qu'il y a encore quelques réfractaires? Alors, il y a Euh, il y a toujours des réfractaires. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas être forcément une grosse marque avec une grosse notoriété pour pénétrer le marché de la marketplace parce que justement, ça permet de toucher des clients qui ne connaîtraient pas forcément la marque. Donc, on peut être une petite marque, on peut être une plus grosse marque et pénétrer ce marché. L'essentiel pour pouvoir réussir un marketplace, c'est d'avoir un catalogue suffisamment large. mhm. Parce faut avoir en tête qu'on est sur une place de marché en concurrence avec des millions d'autres vendeurs et donc des millions d'autres articles. Si on a une offre qui représente que même pas, je sais pas, 0,001% de l'offre Mm. globale, on ressort pas dans les algos et on remonte pas. Donc il faut avoir, nous on conseille dans la mode, d'avoir un minimum de catalogue de 100 références pour pouvoir se lancer sur une saison, pour pouvoir remonter dans les algorithmes et pénétrer la marketplace. Hmm. Parce que du coup, sur les marketplaces, surtout sur celles-ci qui sont bien développées, il y a vraiment deux aspects, un petit peu comme sur Google. Il y a l'organique avec comment on va réussir à remonter sur les requêtes. Là, qu'est-ce qui rentre en jeu? C'est quoi? C'est le SEO de la marketplace? C'est Alors, la puissance de la marque? donc, nous, on travaille beaucoup en collaboration avec les marques et c'est un des services qu'on propose chez The Agent, c'est de créer le contenu de ces marques pour les marketplaces. Et donc, on va s'adapter à ce que la marque a dans son portefeuille, qu'est-ce qu'elle a comme storytelling sur son site, on récupère un petit peu toutes les descriptions. Et à partir de là, on va créer le contenu qui est beaucoup plus bullet points que ce qu'on peut avoir sur un site. Et donc, c'est ça ce qui va permettre d'améliorer le référencement naturel d'une marque. Et ça, on va le faire en fonction de la plateforme. Donc, quand on distribue sur Amazon, on ne va pas mettre les mêmes mots-clés que si on distribue sur Zalando. Et on ne va pas mettre les mêmes mots-clés que si on distribue sur La Redoute. Et je vais encore plus loin. Si on vend en Allemagne
Et ben la traduction d'un mot, ça va pas être littéralement ce mot-là, parce que c'est plutôt ce terme-là qui est cherché en Allemagne versus ce terme-là qui est cherché en français. J'ai un exemple là sur la lingerie. On dit slip partout ailleurs, et en France, on dit plutôt une culotte ou un shorty. Bon, bah, c'est pas de la traduction littéraire de ce qu'on appellerait une culotte. Donc voilà, on s'adapte vraiment à quels sont les mots-clés qui sont recherchés par marché, quels sont les attributs, donc quels sont les éléments caractéristiques du produit qui permettent de filtrer dans les barres de recherche que vous voyez sur les différentes plateformes pour avoir un référencement naturel optimisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on fait de l'incrémental. Et donc, je vais vous parler du coup de la mode, mais quand on vend un produit, on vend un look. Et donc, on va vendre un t-shirt, mais quand on fait la photo du t-shirt, on va forcément l'associer avec un pantalon et puis on va forcément l'associer avec une chaussure. Et donc, on fait de l'incrémental en proposant à la personne qui regarde le t-shirt de pouvoir composer son look et d'acheter, si elle veut, également le pantalon qui va avec ou la chaussure qui va avec. Et en fait, tout ça, c'est des techniques qui permettent naturellement, sans dépenser 1 euro, d'améliorer le référencement. Après, on travaille en troisième position sur l'image. Et donc, l'image, on la travaille aussi naturellement avec ce qu'on appelle les shop-in-shop. Et donc, ça, c'est valable chez Zalando, mais c'est aussi valable chez Amazon. Et donc, on crée des stores des marques à l'intérieur des marketplaces pour pouvoir améliorer l'image de marque, pour pouvoir transmettre le storytelling de la marque. Parce qu'aujourd'hui, en marketplace, on est vraiment sur un contenu pas du tout didactique. Et on a envie de transmettre, nous, en tant que marque, quelle est l'image de la marque, quel est le message que je veux faire passer, à quoi sert ce produit. Et donc, tout ça, ça passe par le store. Parce que c'est vrai que souvent, c'est le reproche que l'on fait au marketplace, c'est que la marque disparaît derrière le produit en se disant finalement on est à égalité avec tous les autres et on n'a plus ce storytelling et puis ces engagements et puis tout ça. Et donc on perd ça et donc on perd cet avantage concurrentiel que souvent les marques ont la sensation d'avoir à cet endroit-là. Complètement. Et c'est pour ça que je pense que c'est important pour l'image de marque et même pour faire connaître la marque, parce que faut pas oublier que l'avantage de la marketplace, c'est toucher un panel de clients qu'on n'aurait pas en direct via son e-shop. Ou qui coûterait trop cher à avoir. Ou qui coûterait trop cher à avoir, ouais. Et donc, du coup, il faut les éduquer, ces clients qui ne connaissent pas la marque. Et donc, les éduquer, ça va passer par une fiche produit de qualité, mais aussi un store, et puis après, un peu de storytelling. Donc, pour revenir sur Amazon, qui est une marketplace un peu plus généraliste, quand vous êtes en bas de page, vous avez le contenu A+. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est en bas de page d'une page Amazon, vous avez soit une petite image, soit une petite photo, soit un petit paragraphe sur la marque qui permet d'éduquer le consommateur à qui est la marque, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont les valeurs qu'elle véhicule, pour justement ne pas rentrer dans cette idée de on est tous à égalité. Et donc, on vend des slips sur Zalando. On est 258e de moteur de recherche. On a pourtant une bonne fiche produit, mais les 257, ils en ont une encore meilleure. Du coup, on est obligé de passer sur du média, sur du paid, comme sur Google. Tu es en 10e position, et tu vas payer. Et donc là, donc sur Zalando particulièrement, quelles sont les différentes options aujourd'hui pour qu'une marque puisse exister en payant pour essayer justement de se montrer, quoi? Alors, il y a plusieurs options. La première option, et je fais beaucoup le parallèle à Amazon, parce qu'au final, Zalando et Amazon ont beaucoup de points communs sur toute la stratégie média. Donc, tout ce que je vais vous dire sur Zalando, qui est une plateforme qu'on développe davantage que Amazon, est valable également pour Amazon. Donc, on a ce qu'on appelle le sponsor product. Le sponsor product, c'est j'achète un mot-clé qui caractérise mon produit. Et ça va faire en sorte que quand un client cherche sur sa barre de recherche ce même mot-clé, je ressorte dans les 3 premiers résultats en étant sponsorisé. Donc avec le petit mot en italique au-dessus, sponsorisé ou sponsored en fonction des sites. Vous irez voir sur Zalando, c'est très léger. C'est très discret. Mais ça l'est aussi sur Amazon, non? C'est discret. C'est pour un consommateur non aguerri. Exactement. Et donc ça, c'est une approche qui est très héroïste, parce que finalement, on paye au coût par clic. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On génère énormément d'impressions, mais finalement, on dépense son premier euro quand on a un client qui clique sur le produit qu'on a mis en avant. Ça, c'est une des premières approches. Après, on a toutes les approches de branding. Et nous, on recommande aux marques de jouer sur les deux. Pourquoi il faut jouer sur les deux? Parce que pour pouvoir améliorer la transformation entre le nombre d'impressions et le clic, il faut que pour le consommateur, dans son mindset,
la marque soit connue, la marque lui parle, le produit lui parle. Et donc, plus on va travailler sur la notoriété de la marque, sur l'image de la marque, sur la reconnaissance de la marque, la confiance en la marque, plus en fait, on va améliorer cette transformation entre le nombre d'impressions et le clic. Et donc, en termes de branding, on a 3 dispositifs principaux. On va avoir ce qui est très connu, la homepage. La homepage, vous êtes en homepage avec un bandeau spécialisé, nouveauté, zoom sur le jean, zoom sur le pull. Vous allez avoir la newsletter, pareil, avec soit une news sur des promos, soit une news sur une thématique produit. Et puis après, vous allez aussi avoir à l'intérieur de votre navigation, donc vous êtes sur le site, des pages qui vont s'afficher. Donc vous êtes par exemple en train de chercher un jean et puis on va vous mettre une petite icône d'un pull qui pourrait bien aller avec en sponsorisé à côté, comme quand on fait un petit peu des stratégies de retargeting. Et donc ça, en fait, ça améliore l'image et la notoriété de la marque parce qu'à force d'avoir entre guillemets matraqué le consommateur avec cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, quand il se retrouve dans une campagne vraiment de sponsor product, et ben il se dit ah oui c'est vrai, cette marque elle me parle, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Et donc j'arrive à transformer plus facilement le nombre d'impressions en clics et donc à maximiser ma conversion. Et donc, quand on est une jeune marque, pas très connue, est-ce qu'il est encore possible de faire des ventes sur Zalando gratuitement? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nous, on a énormément de marques aujourd'hui qui n'investissent pas en marketing ou qui n'investissent pas la première année parce qu'elles ont envie de tester. C'est ce qu'on se disait hier quand on préparait l'entretien. C'est que pour nous, la marketplace, c'est vraiment un moyen de tester un marché, de tester un pays ou de tester une appétence pour un marché. Et donc, bien sûr que quand on est sur une première année de lancement, on n'a pas envie de dépenser des millions d'euros ou même des dizaines de milliers d'euros en marketing avant d'avoir des premiers résultats. Donc oui, on peut se lancer. On peut se lancer sans faire de paid, mais pour moi, avec un catalogue suffisamment large pour pouvoir avoir des chances de remonter dans l'algo. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, dans la mode, on conseille à peu près 100 articles, donc 100 modèles couleurs. En dessous de 50, pour moi, c'est pas légitime de pouvoir se lancer si on n'a pas une vraie stratégie derrière, parce qu'on va, même avec le meilleur des référencements possibles, les meilleures fiches produits possibles, on ne remontera pas dans les algorithmes. Et du coup, donc quand on fait du paid aujourd'hui, par exemple sur Zalando France, c'est quel type de budget qu'il faut prévoir au départ pour pouvoir se lancer en faisant des petites opérations, j'imagine? Alors, le gros avantage de la campagne Sponsor Product, c'est qu'il faut très peu pour se lancer. Parce que, in fine, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est très héroïste. Donc, disons, 100 euros, on peut commencer à lancer une première campagne. Sur la partie branding, pour qu'il y ait un impact, il faut faire du branding sur du long terme. On ne peut pas faire du branding un jour, sinon l'intérêt est ridicule. Donc, on conseille d'investir un ticket d'à peu près 5 000 euros pour qu'il y ait un impact au moins sur 3-4 jours, sur un week-end, qu'on puisse diversifier et un petit bandeau homepage et une petite newsletter et un petit cas à encadrer. Donc, voilà, disons que pour avoir une première stratégie média concluante, il faut sur un mois un ticket de 2-3 000 euros si on fait que du CPC et plutôt 8-10 000 si on combine les deux. Ouais, donc faut déjà être une marque un petit peu implantée pour pouvoir se permettre ce genre de budget sur des périodes aussi courtes. Ça compte beaucoup, mais en même temps, l'avantage du retail média, c'est qu'on est là au bon moment, quoi. Parce que sur les marketplaces, les gens, ils sont là pour acheter grave. Et du coup, la rentabilité, elle est hyper forte. Ouais. On en parlait hier. Tu me disais qu'une campagne moyennement rentable, fallait au moins un ROI de 10. Donc, si vous faites un peu de Facebook Ads, de Google Ads, etc., vous savez qu'avoir un ROAS de 10, aujourd'hui, c'est quand même hyper rare. Donc, ça a vraiment cette puissance-là, la marketplace, c'est de vraiment pouvoir attaquer au bon moment et avoir des taux de transfert hyper forts, c'est ça? Exactement. Bah, on a un consommateur qui a envie d'acheter. Il a clairement cherché le produit qu'on propose. Parce que pour pouvoir être remonté sur une campagne donc CPC, on cherche une veste en cuir, bon, bah, on tombe sur la veste en cuir, donc on a besoin de ce produit. Donc on est sur un consommateur qui a envie d'acheter. Donc du coup, avec des retours sur investissement qui sont tout de suite plus importants. Bonjour Monji.
Bah, du coup, Bonjour. je vous présente la deuxième intervenante, ça va, on est encore à l'heure. Donc, Monje Alagb, qui est responsable marketplace du coup de Wilson Jeux et qui du coup, pour le coup, elle est très bien vendue sur Amazon. Quasiment 60%, c'est ça que tu me disais sur Amazon, sur les marketplaces. Aujourd'hui, Wilson Jeux, tu peux nous le présenter un petit peu et justement nous dire la stratégie marketplace? Non, il va marcher, ils vont l'allumer. D'accord. Bonjour à tous déjà. Toutes mes excuses pour ce retard qui ne dépendait pas de moi. Chez nous, Wilson Jeux, on est beaucoup présent sur les marketplaces, notamment Amazon, sur le vendeur et sur le seller. Tu peux nous faire la différence? Ok, le vendeur, c'est qu'on va être fournisseur d'Amazon. Donc Amazon, il nous achète les marchandises et il les revend au consommateur final et il va s'occuper de toute la partie qui est logistique. En gros, la marchandise appartient à Amazon. Sur le seller, ça va être plutôt nous qui allons vendre au client final. Donc là, on intervient sur toute la chaîne de logistique, du SAV, etc. Pour nous, comme je le disais, Amazon Vendor fait le plus gros chiffre d'affaires. C'est environ 60% de notre chiffre d'affaires en marketplace. Parce que pour le type de produit qu'on vend, c'est plus intéressant pour nous économiquement de vendre à Amazon que Amazon s'occupe de la logistique. Parce que dès qu'on va rajouter pour l'activité B2C, les frais de port et les frais de logistique, ça va très vite monter. Voilà. Et tu es vendu aujourd'hui sur quelle autre plateforme de marketplace? À part Amazon, on a Cdiscount également. Et on est présent aussi sur le BHV, la marketplace du BHV, Fnac, Darty. Voilà, on est présent sur ces marketplaces-là. Et la future marketplace de Cultura qui va ouvrir, on fera partie des premiers partenaires. Et également Nature et Découverte aussi, qui drive pas mal. Ouais. Et justement, d'un point de vue retail média, la possibilité comme ça d'annoncer, de faire de la pub sur les marketplaces, aujourd'hui, tu peux faire de la pub sur quel marketplace? Aujourd'hui, on fait de la pub sur Amazon. Déjà, toutes les marketplaces ne permettent pas de faire de la pub. Toutes les marketplaces n'ont pas ouvert parce que pour eux, ça ne rentre pas dans leur ça ne rentre pas dans leur politique. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait de la pub sur Amazon. Et ce qui est plutôt intéressant parce que quand le client il va sur Amazon, c'est forcément avec un objectif d'achat. Donc en faisant de la pub sur des produits ciblés, on peut arriver à le capter et à transformer sa recherche en achat. Et justement, aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage, entre guillemets, de ventes faites via de la pub et de ventes faites en organique sur Amazon? Le pourcentage, je vais dire 30-70. Parce que la pub, on va vraiment cibler des produits qui ont un potentiel et qui ne vont pas très bien se vendre, par exemple, ou des produits qui ont du mal à remonter par la recherche organique, parce qu'il y en a, sur Amazon, c'est la jungle, il y a plusieurs vendeurs. Voilà, il y a plusieurs vendeurs. Ouais. Donc, forcément, quand vous avez une bonne fiche produit, quand vous faites de la pub, c'est votre produit qui remontera. Donc, on a plus tendance à cibler ces produits-là sur lesquels on a beaucoup de challenges. Et donc, je vais dire le pourcentage, ça va être 30-110. Donc 30 en pub. Oui, 30 en pub. Parce que ça, c'est un truc, et on en parlait un petit peu, c'est que c'est vrai que sur Amazon, tu peux vendre ton produit, mais un revendeur peut aussi revendre le produit, ton propre produit sur Amazon au prix qu'il veut. Exactement. Et c'est le problème que nous, on a parce qu'on est à la fois en B2B, en B2C, en marketplace. Donc, on a ce problème-là parce que nos détaillants B2B, on ne peut pas leur interdire de vendre sur Amazon. Ils sont tous présents sur Amazon. Et on a de ces détaillants-là qui nous font la guerre des prix au centime près. Donc, quand nous, on est à 99 centimes, ils le mettent à 98 exprès pour avoir la buy box. Donc, c'est un réel problème, ça. Parce que pour avoir la buy box, il faut être le moins cher? Il y a plusieurs critères, mais généralement, ça va être le prix, les frais de port offerts. L'expérience client. Voilà, l'expérience client aussi qui est très important. Qu'est-ce que tu appelles l'expérience client, du coup? Alors, moi, je transpose du coup au modèle de la mode, mais la rapidité d'expédition, la gratuité des ports, la gratuité des retours, les délais de remboursement des retours, tout ça, c'est tout l'univers autour de l'expérience client
entre en ligne de compte pour pouvoir atteindre la buy box. Et donc, ça veut dire que sur un produit, il peut y avoir qu'une buy box. Donc Oui, Oui, exactement. il n'y a qu'une buy box parce que la buy box, en fait, c'est quand tu cliques sur le produit, celui que tu as par défaut que tu peux ajouter au panier, c'est simplement ça, en fait. Exactement. ok. Voilà. Donc là, c'est la vraie jungle. Ouais, c'est assez compliqué. Avec Amazon, c'est assez particulier quand même parce que parfois même nos propres produits, on ne peut pas modifier les fiches produits par exemple. Parce qu'il y a un détaillant qui détient la buy box. Donc il peut modifier la fiche, mettre les informations qu'il veut. C'est lui qui a le pouvoir, quoi. En fait, c'est ça. Et justement, donc aujourd'hui, grosse stratégie sur Amazon. Comment justement les autres, parce que Fnac, Fnac, Darty, etc., ça reste quand même des gros mastodontes. Eux, ils ne proposent pas la publicité sur la plateforme? Non, ils ne proposent pas. Nature et Découverte, par exemple, ils ne proposent pas de la pub parce que pour eux, ça ne rentre pas dans leur vision, dans Ok. ça Politique, ne correspond ouais. pas avec leur politique, en fait. Ok. Donc, voilà, on évolue comme Ouais, ça. ouais, bien sûr. Ouais. Zalando, ils l'ont lancé quand, la publicité? Nous, ça fait 4-5 ans qu'on est sur Zalando et j'ai pas connu Zalando sans la possibilité de faire de la pub. Ah ouais. Et sur la mode, on a des acteurs autres que Zalando qui, la Redoute notamment, avancent sur cette stratégie de faire du paid media. Parce que l'avantage pour eux aussi, c'est que 100 € de pub, c'est la marge. quasiment 100 € de marge. Quoi, Bien tu vois, sûr. ça leur coûte pas grand Bien chose, sûr. mis à part de la structure évidemment. Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant qu'il n'y en ait pas beaucoup plus qui le fassent. Parce que aujourd'hui, je regardais hier sur Amazon, c'est quasiment 40 millions d'utilisateurs mensuels en France. Et 7 millions par jour, c'est plus que le JT de TF1. Ouais. C'est énorme. incroyable. C'est un flux constant de gens avec une précision justement là sur la requête qui est bien différente de Facebook et tout ça. Et aujourd'hui, pour info, j'ai vu que Amazon avait dépassé le pourcentage de dépenses publiques, que les recettes d'Amazon Advertising aux États-Unis étaient plus que 1% des dépenses publicitaires aux États-Unis en ligne. Ce qui est déjà énorme. Hein. Et ça va faire que grandir. Donc 1% déjà en quelques années, parce que c'est pas si vieux, ça commence à faire déjà pas mal, quoi. Et justement, quand on fait de la pub, on pense par exemple à Facebook, à Google, etc. On a beaucoup de données, beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on retrouve en données, par exemple sur Zalando, quand on fait de la pub? De quoi on peut se servir pour finalement mieux apprendre à connaître nos clients? Alors, en marketplace, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données clients, adresses, etc., sont confidentielles et sont inexploitables. C'est interdit, c'est un accord qu'on signe quand on ouvre une plateforme. Nous n'avons pas le droit de réutiliser les adresses mail que nous collectons via des commandes pour des fins de son e-shop ou des fins personnelles ou de la communication interne, etc. Tu ne les vois pas du tout? Non. Alors, on les voit. Ok. Ça dépend. On voit forcément l'adresse du client vu qu'il faut lui livrer la commande. Oui, l'adresse, mais pas les adresses email. Non, voilà, on voit pas l'adresse email. On reçoit une adresse email cryptée. Ok. Mais bon, on a des informations sur où est-ce qu'il habite, quel âge il a, sa date de naissance, des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Ok. En revanche, quand on fait du média, on va avoir des codes parts de représentation. Exemple, j'ai acheté un mot-clé sur telle catégorie, je vais savoir si c'est plutôt une femme, plutôt un homme, s'il a plutôt tel âge, et s'il vient de plutôt tel pays ou de tel pays. Mais ça veut dire que Mais je ne vais pas avoir la liste. Tu l'as après avoir fait ta pub, tu as tes résultats en disant tu as eu ces gens-là. Exactement. Mais par contre, en amont, est-ce que tu peux dire je veux que des femmes qui ont 18, 22 ans? Ok, donc c'est encore pas très granulaire en termes de possibilités. Mais par contre, tu vas dire je veux que des personnes qui vont chercher ce mot. Ouais. Mais tu vas pas pouvoir dire je veux que des personnes qui vont chercher ce mot, qui sont des femmes qui ont tel âge et qui habitent là. Mais parce que quand tu cherches, on reprend ton exemple de culottes, tu peux avoir des culottes à 5 € et des culottes à 50 €. C'est pas la même cliente. Bien sûr. Et donc tu vas annoncer sur le même mot culotte aussi bien potentiellement un sponsor à 5 € et un sponsor à 50 €, c'est ça? Exactement, mais tu vas finalement payer que quand la personne va avoir cliqué sur culotte.
Donc, si je reprends l'exemple de la culotte à 5 euros, de la culotte à 50, tu as une clientèle qui va acheter une culotte à 5 euros. Finalement, elle se retrouve avec que des sponsors à 50. Bon, elle ne va pas cliquer, ça va générer de l'impression, mais ça ne va rien coûter à la marque qui vend des culottes à 50. Ok. Et sur Amazon, c'est pareil. Qu'est-ce que l'on a comme données vraiment? J'imagine que c'est les plus développées. Un peu plus, mais vraiment, on ne peut pas cibler dans Amazon. On peut cibler par exemple le sexe, on peut dire les femmes, on peut cibler, mais c'est beaucoup plus orienté sur les mots-clés en fait. Ouais. C'est beaucoup plus les mots-clés de recherche et les mots-clés de substitution, si je veux dire. Par exemple, s'il recherche tel produit, lui proposer celui-là. Mais on ne peut pas aller en profondeur de notre cible. Et c'est un peu la limite de ça, en fait, parce que tu y vas un peu à l'aveuglette. Ouais. Tu y vas un peu à l'aveuglette et quand tu fais le bilan, c'est à toi de savoir la prochaine fois comment tu mets tes enchères sur les mots-clés et tout. Voilà. Et vous, depuis que vous avez lancé les marketplaces chez Wilson, est-ce que vous avez remarqué un recul ou un ralentissement des ventes sur votre site? Ou alors, ça a été aussi une façon de faire découvrir vos produits à plus de monde et donc d'amener du trafic aussi sur le site? Je dirais que ça a été plus une façon pour nous de faire découvrir plus notre marque, parce que Amazon, quand même, c'est des millions d'utilisateurs. Et justement de faire découvrir notre marque et parfois de driver peut-être sur notre site B2C. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils commandent sur Amazon, par exemple, et qu'ils se rendent compte que c'est telle marque, en fait, les prochaines fois, on remarque qu'il y en a certains, c'est une petite partie, mais c'est important quand même, qui préfèrent commander sur le site B2C. Il y a par exemple une dame qui m'a appelé la dernière fois parce que quand elle a vu le produit, elle allait faire des recherches sur nous et elle a appelé le service client du site B2C pour dire en fait j'ai acheté sur Amazon tel produit mais j'ai vu que c'était vous le vendeur, est-ce que je peux acheter sur votre site internet? Et on lui a dit oui, elle pouvait et voilà. Donc oui. Ça, vous le remarquez aussi sur Zalando, qu'il y a un effet comme ça de levier aussi bien sur le site et sur la marketplace? Complètement. Et nous, on conseille beaucoup aux marques pour tester des nouveaux marchés, pour aller à l'international sur des pays sur lesquels ils ne sont pas, de se lancer en marketplace. Parce que ça va permettre de collecter de la donnée, de savoir s'il y a une appétence pour le produit, il y a une appétence pour la marque. Et on a comme ça des exemples, dont une marque d'espadrilles qui n'avait aucun point de vente en Pologne et qui a fait 10% de son chiffre d'affaires marketplace sur ce marché et qui, suite à ça, a ouvert des points de vente en Pologne parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une appétence entre la marque, le produit et le marché polonais. Et après, combien il a investi pour pouvoir exister en Pologne s'il n'était pas connu du tout? Pas tellement. Okay. Ça fait partie des marques qui n'investissent pas en marketing et qui ont une grosse force, c'est qu'ils ont un catalogue assez large, mais surtout une multitude de couleurs. Et ça, c'est un des avantages pour pouvoir remonter dans l'algo, parce qu'en fait, quand vous avez un seul produit qui est disponible dans 10 couleurs, en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Plus il y a de couleurs, plus en fait cette même fiche va être vue, plus cette même fiche va être achetée, et donc plus facilement elle va remonter dans les résultats de recherche. Et donc c'est de l'espadrille. L'espadrille, c'est un modèle assez classique, donc même si on peut avoir un petit peu de fantaisie, une espadrille, c'est une espadrille. Et donc quand elle est disponible en 15 couleurs, en fait, on a une fiche avec 15 couleurs. Et donc, du coup, c'est une marque qui n'a pas eu besoin d'investir en marketing pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche. Et après, je reprends un peu l'exemple de Mandy sur toute la partie fidélisation. Tout à l'heure, je vous parlais des stores. Et les stores, c'est aussi un moyen de fidéliser. Parce qu'en fait, quand un client fait une commande sur une place de marché et qu'il a le store, il peut s'abonner et donc suivre cette page. Et après, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, un nouveau produit qui apparaît, il y a un push qui lui est envoyé. Et donc, ça permet de créer de la récurrence d'achat, d'améliorer le nombre d'articles mis au panier, d'améliorer la récurrence d'achat de ce produit. Et donc, comme ça, on arrive à créer de l'incrémental et de créer de la fidélisation client. Tout à l'heure, tu parlais, Monji, de la sélection des produits. Est-ce que du coup, quand tu es sur Amazon, déjà, est-ce que tu as tout ton catalogue produit que tu as sur ton site B2C? Et qu'est-ce que tu mets en avant dans les ads? Est-ce que tu mets en avant les best-sellers pour te dire je vais optimiser à fond la rentabilité de mes ads, ou est-ce que justement tu vas mettre des produits qui ont plus de mal à se vendre pour justement vider un peu les stocks? Ok. Donc, en termes de catalogue, on n'a pas
tout le catalogue qui est sur le site internet, sur les marketplaces. Chaque marketplace avec sa politique, donc il faut faire une sélection des produits en amont. Je n'ai pas forcément les mêmes produits sur Amazon que sur Nature et Découverte, par exemple. Voilà. Et en termes de mise en avant des produits, ça va être un peu un mix des deux. Je vais faire de la publicité sur un best-seller, par exemple, quand on va constater que d'habitude, on a 100 ventes, par exemple, et ça commence à chuter. Donc, on va remettre ce produit-là en avant via de la pub. Et on va miser également sur les produits sur lesquels on a du potentiel, mais qui ne se vendent pas très bien sur la marketplace. Ça va être, par exemple, des produits qui sont appréciés par des influenceurs, par exemple, ou par des clubs d'activités ludiques qui fait beaucoup parler, mais qui ne se vend pas très bien sur la marketplace. Donc, on va mettre en avant ce produit-là, miser dessus, et parfois ça prend, parfois ça ne marche pas. Ouais. Par exemple, on a un très bon produit qui est très mis en avant dans les écoles parce que c'est un jeu sur la confiance en soi, mais qui a du mal à driver sur Amazon. Donc, on a fait de la pub sur ce produit-là et ça a très bien marché. Par contre, en quelques jours, le stock était vidé, donc on a été obligé. Ouais. Parfois, ça marche, parfois, c'est un risque à prendre. Mais parce que ça veut dire qu'il y a vraiment ce besoin aussi de stratégie, j'ai envie de dire offline ou off marketplace, pour créer de la désirabilité aussi autour du produit et faire en sorte que quand les gens le voient sur la marketplace, ils aient envie de l'acheter. Avoir envie de l'acheter, exactement. Qu'ils puissent avoir envie de l'acheter parce que s'ils viennent là, c'est qu'ils veulent l'acheter. Donc, il faut leur faire avoir envie d'acheter ce produit-là. Et pour ça, on mise un peu sur tout. Hein. On va utiliser le retour des boutiques, le retour de nos influenceurs, le retour des différents articles dans lesquels ce jeu-là est présent, par exemple. On va voir tout ça. En fonction de tout ça, est-ce que c'est pertinent pour nous de mettre en avant ce produit-là? Et voilà. Est-ce que sur Zalando, on a des marques qui seraient quasiment exclusivement sur des marketplaces et qui seraient quasiment pas vendues en direct, qui ne feraient pas spécialement d'efforts sur leur site web, etc. Non. La grosse différence entre un Zalando et un Amazon, c'est que Zalando est sélectif. Donc, il ne prend pas tout type de marque. Et donc, il prend des marques avec un minimum de followers Instagram, un minimum de réseaux, de e-shop, etc. Donc, non, on n'a pas des marques qui sont exclusivement vendues en marketplace. Mais par contre, si tu permets, je rebondis juste sur le point de tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on met en avant. Et nous, la particularité en étant sur de la mode, c'est qu'on va vraiment jouer sur la disponibilité taille. On ne mettra jamais en avant un produit dont les tailles centrales ne sont pas disponibles. Et donc, on fait très attention avant de lancer du paid media à quel est mon taux de dispo sur ce produit. Et après, on a deux types d'informations qu'on arrive à traquer au niveau produit. Quelle est l'audience que ce produit génère et quelle est la conversion que ce produit génère. Et donc, si on a un produit qui a déjà une forte audience et qui a un problème de conversion, le paid media, ça ne va pas être la bonne stratégie. Il va falloir travailler ailleurs. Est-ce que le contenu est optimum? Est-ce que les photos sont optimum? Est-ce que le prix est en adéquation avec le marché? Et donc, c'est ça ce qu'on va aller cibler en priorité versus du paid media. À l'inverse, si on a un produit qui a une excellente conversion, mais qui peine à attirer, c'est ces produits-là qu'on va mettre en campagne, en ayant pris le soin de vérifier que la disponibilité taille était optimum. Une disponibilité taille optimum pour nous, c'est à partir de 80%. C'est-à-dire que quand j'ai 4 tailles, j'en ai au moins 3 qui sont dispo. Tout à l'heure, tu parlais d'ouvrir de nouveaux marchés avec l'international. Je crois aussi qu'il y a ces mêmes sujets chez vous aussi de gérer aussi par exemple des marchés en se disant par exemple en France on a beaucoup de vendeurs donc on fait attention et à l'étranger il y en a moins, il y a moins de commerciaux sur place donc on va accentuer sur la marketplace. Justement, comment c'est chez Wilson cette stratégie entre je mets sur la marketplace sur certains pays, peut-être que j'en enlève sur d'autres. Comment vous décidez finalement de pénétrer un nouveau pays? Déjà, pour nous, ça va être un peu particulier parce que pour certains jeux qu'on distribue, par exemple, on n'a pas le droit de les distribuer dans certaines zones géographiques. Donc, on va choisir en fonction de ces zones géographiques-là où on peut vraiment vendre. On va décider, voilà. Et après, l'autre chose qu'on prend en compte aussi, c'est le potentiel que le produit peut avoir sur le marché. Le potentiel, par exemple, aux États-Unis, on a constaté qu'il y avait un vrai potentiel sur des puzzles d'art en bois qu'on faisait.
Et on a décidé de tester déjà dans un premier temps au niveau des détaillants, un circuit de détaillants. Du coup, on est sur une marketplace qui est aux États-Unis et on l'a ouvert uniquement aux États-Unis. La marketplace, elle est aussi présente en France, mais on a dit non, on ne vend pas en France, on ne vend qu'aux États-Unis et aux détaillants. Donc, on est en train de tester et pour le moment, ça prend plutôt bien. Donc, on se dit, si l'expérience, elle marche avec les détaillants, on va peut-être ouvrir une boutique Amazon.com pour pouvoir également le vendre via cette marketplace-là qui est beaucoup plus grande en fait en termes de visite. Voilà. Toi, c'est un petit peu pareil sur Zalando. Tu me disais qu'il y avait des marques, par exemple des marques françaises, qui se refusaient à être sur Zalando France, mais qui par contre allaient sur les Zalando européens et autres. Il y a 13 langues, c'est ça que tu disais sur Zalando? Alors, nous, on distribue aujourd'hui dans 13 pays, Ouais. mais il y en a plus. Ok. On a juste choisi les pays qui sont pour nous, les plus profitables. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vend pas sur la Suisse, parce Ok. qu'on trouve que entre les droits de douane, Douane et tout ça. les expéditions, les coûts d'expédition, c'est un marché qui va être compliqué à rentabiliser pour les marques, donc on n'y est volontairement pas. Et après, on n'est pas sur les petits pays parce que chronophage et que, in fine, c'est pas des gros marchés pour les marques qu'on distribue. Mais donc, du coup, on est sur 13 pays aujourd'hui. Et oui, on a encore certaines marques qui sont un peu réticentes à vendre sur leur marché d'origine. Nous, on ne le conseille pas. On pense que pour pouvoir performer en marketplace, il faut être sur son pays d'origine parce que c'est là où on a le plus de notoriété, donc c'est là où on va performer le plus rapidement possible. Et après, si je parle de la France, c'est un marché qui a des taux de retour qui sont inférieurs au marché DACH, donc Allemagne, Autriche, Pays-Bas. Donc pour pouvoir améliorer ta profitabilité sur le canal marketplace, il faut avoir un mix entre des pays avec des plus petits taux de retour et des pays avec des plus gros taux de retour. Si tu exclus tous les pays France, Belgique, Italie, Espagne qui ont des plus petits taux de retour, tu te retrouves en fait à avoir un marché sur lequel et un canal sur lequel tu as énormément de retours et donc du coup sur lequel tu as du mal à tirer ta profitabilité. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 6 minutes. Donc si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Personne? Comment j'ai réussi à poser autant de questions? Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez fait des produits spécifiques pour une marketplace ou pour Amazon en vendor ou vraiment des SKU exclusifs juste pour le vendor Amazon? Oui, parce qu'on a, c'est un produit par exemple qu'on a sorti de notre catalogue, mais qui marche très bien, qui continue de marcher très bien sur Amazon malgré les années. Donc, on a maintenu ce produit-là, mais on se ravitaille uniquement en fonction de ce que Amazon nous commande. Oui. Donc, on a des SKU qui sont exclusivement que Amazon. Voilà. Est-ce que ça, par exemple, Zalando font des demandes comme ça de produits exclusifs à Zalando? Comme on peut voir, par exemple, je sais que Intersport demande ce genre de choses en magasin, etc. Est-ce que Zalando demande ça, par exemple? Alors, en marketplace, non. Non, nous, on accompagne les marques vraiment sur le canal marketplace. Donc, si je fais le parallèle avec ce que disait Manji sur vendor et seller, nous, on ne va pas faire l'équivalent du vendor sur Zalando. C'est-à-dire que quand la marketplace, donc quand Zalando veut acheter un produit à la marque, elle va l'acheter en direct à la marque et donc elle ne va pas avoir besoin de nos services. Donc, peut-être que sur de l'achat, et là, je pense que l'exemple que tu donnais, c'était sur du vendor, peut-être qu'il y a cette stratégie d'exclusivité sur de la marketplace traditionnelle et donc ce qu'ils appellent le partner programme. Donc on utilise Zalando comme étant une vitrine pour promouvoir ses produits et pas c'est un moyen. Non, il n'y a pas de production spécifique, il n'y a pas de SKU spécifique parce que encore une fois, on n'est pas dans la même dynamique qu'un Amazon. Aujourd'hui, et on en discutait hier, Amazon, aujourd'hui, on a un détaillant lambda, on peut rentrer sur Amazon et pouvoir faire de la compétition. Sur Zalando, ça devient de plus en plus le cas. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Connected Retail, qui propose un peu la même chose, mais avec des barrières qui sont quand même plus compliquées à l'entrée que ce qu'on a aujourd'hui sur Amazon. Et donc, du coup, on se retrouve à être moins dans une guerre des prix entre le même produit et plusieurs acteurs. Et donc, du coup, on n'a pas dans ce besoin de créer un SKU spécifique pour pouvoir pallier au problème de la compétition. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci. Ça concerne notamment votre stratégie, notamment liée au buy box. Vous expliquiez que il est nécessaire d'avoir la buy box en fait pour obtenir l'achat du client. Simplement, vous devez batailler avec vos clients B2B, peut-être certains dropshippers et d'autres marchands. Et du coup, quelle est votre stratégie à vous au niveau de la société pour aller décrocher les buy box et avoir un taux de buy box le plus élevé possible? Déjà, notre stratégie, ça va être en 2 points. Le premier point, ça va être au niveau du prix. Vu qu'on est l'origine, en fait, chez qui le détaillant il va venir acheter, donc on a forcément plus de marge que ce détaillant-là. Donc, on peut faire un prix beaucoup plus concurrentiel. Et la deuxième stratégie, c'est les frais de port offerts. Donc, avec le mix du prix raisonnable, et on fait quand même très attention à ne pas être très en dessous du prix public conseillé, parce que c'est ce qu'on va conseiller à tous nos détaillants. Et donc, on fait très attention à ne pas être très en dessous de ce prix-là. Et ensuite, on va offrir les frais de port. Avec ces 2 stratégies-là, c'est clair qu'on arrive souvent à s'en sortir. Mais il y a quand même des détaillants qui sont très coriaces et qui le jouent à la centime près. Voilà. Et justement, quand par contre Amazon achète les produits, la buy box est automatique? Oui. Quand Amazon a le produit en stock, la buy box elle est automatique. C'est Amazon, c'est toujours Amazon qui remporte. Peu importe s'il y a un autre. Du coup, les autres ils seront derrière, mais c'est Amazon qui remporte. Ok. Je peux poser une autre question? Bien sûr. mais du coup, est-ce que tu mets des produits que Amazon achète en marketplace? C'est-à-dire un produit qui est sur vendor, est-ce que tu le mets aussi sur seller? Oui, on le met au cas où. On ne sait jamais, il y aurait une rupture chez Amazon, par exemple. Parce que ça peut arriver entre les délais d'approvisionnement ou, je ne sais pas, ça peut arriver. Mais généralement, ça ne drive pas beaucoup. Parce que Amazon, dès qu'ils ont beaucoup d'achats ou de clics sur un produit, ils s'assurent d'avoir ce produit-là en stock. Oui. Alors, petite dernière question, et puis après, on vous laisse aller prendre un petit café et enchaîner sur la journée. Bonjour, c'est pour rebondir à ce que vous venez de dire, j'aimerais comprendre votre stratégie entre votre catalogue vendor et seller. Parce que nous, dans notre cas personnel, on était en seller, on est passé en vendor, et on ne voyait pas l'intérêt de garder notre catalogue en seller, alors qu'on mettait de l'énergie sur le vendor qui nous rapportait a priori plus de ventes. Du coup, on a mis en sommeil le seller, mais on ne sait pas si c'est la bonne stratégie, donc je voulais savoir quelle était la vôtre. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous avez passé tout votre catalogue sur le vendor? Et du coup, toutes les références drive sur le vendor? Ah ouais, ok. Bon, enfin, chez nous, ce n'est pas le cas. On a à peu près 500 références au total dans notre catalogue. Et sur le vendor, je vais vous dire, il y a 27% du catalogue qui drive très bien en vendor. Donc, pour nous, c'est légitime de maintenir le seller sur les autres références. À vous de voir quel est le pourcentage entre... C'est vrai que le vendeur, ça prend énormément de temps. Donc, quel pourcentage et quel pourcentage du catalogue drive vraiment sur le vendeur? Et si les autres, vous ne pouvez pas peut-être les laisser en seller. Voilà. Après, moi, je me permets de rebondir. Nous, on conseille à toutes nos marques de faire du backfill. Donc, c'est-à-dire d'avoir le même produit disponible, parce qu'on se rend compte qu'en fin de saison, à partir d'une certaine période, les marketplaces ne vont plus réassortir le produit. Et donc, en ayant ce produit en backfill, en fait, ça permet de gagner cette part qui n'aurait pas été réassortie. Mais, in fine, le contenu est déjà créé, vos fichiers existent, donc c'est juste du plug and play. Merci beaucoup. Je vous laisse aller prendre un petit café, discuter entre vous, faire connaissance et puis aller aux prochaines conférences. Merci beaucoup pour votre attention. Encore petit désolé de ce petit couac au départ, mais à la fin c'était cool, non? Très cool. Merci Sébastien pour l'intervention. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Merci.